Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Laurence Friteau. Alors je suis docteur de formation, donc docteur en biologie, donc discipline quand même un petit peu plus éloignée des vôtres. Mais en l'occurrence, je suis déjà à titre personnel, donc le fait qu'une personne qui a fait un doctorat, alors qui a commencé d'ailleurs par une expérience, des expériences professionnelles, donc dans l'industrie sur des fonctions R&D, et ben, qui a après une dizaine d'années, on va dire, de recherche, a décidé de changer de parcours et, en l'occurrence, tout en restant en lien avec le doctorat, mais en tout cas avec la volonté de pouvoir intervenir et faciliter l'insertion en fait professionnelle des scientifiques dans un premier temps et depuis maintenant à peu près 2 ans en me recentrant sur les docteurs. Alors, donc, je vais d'abord, donc, effectivement, l'objectif de mon discours aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il faut effectivement anticiper. Ça a été déjà finalement pas mal dit donc, dans les premières présentations. Mais moi, je vais enfoncer encore un peu le clou sur la nécessité d'anticiper pour pouvoir être rester le plus maître de son devenir professionnel. Mais avant cela, je vais vous présenter en fait l'association Bernard Grégory que vous devez, pour certains, bien entendu, déjà connaître, mais pour vous donner quelques éléments, j'espère, complémentaires. Donc les missions de l'ABG, ce sont d'une part de l'information donc, sur le doctorat, les entreprises et les métiers. L'ABG a aussi un rôle important donc, sur la logique d'emploi, alors à la fois par le fait de pouvoir accéder à des offres d'emploi donc, sur le site de l'ABG, mais aussi par la possibilité de pouvoir diffuser, de poster votre CV sur la CVTech de l'ABG qui est accessible donc à la fois aux entreprises, aux différentes organisations qui cherchent à recruter des docteurs. L'ABG a également donc un rôle de formation et d'accompagnement donc des doctorants, des docteurs et également des encadrants et des chercheurs. Une ouverture donc sur l'international avec un pôle vraiment dédié sur cet aspect-là et notamment donc sur la mobilité de carrière des chercheurs et une animation donc des différents réseaux que constituent donc à la fois donc les candidats, les entreprises, les recruteurs même au sens large, et puis donc les universités, les partenaires et toutes les associations en l'occurrence qui gravitent autour du doctorat. Donc l'association Bernard Grégory, c'est une association donc, de loi 1901 qui a été fondée donc, en 1981. C'est une petite équipe basée sur Paris de 13 personnes. Et donc, comme je vous le disais donc, un peu précédemment, donc, nous publions donc, des offres d'emploi, de thèses, de stages, pour pouvoir justement communiquer sur les fonctions donc, mais avec un focus tout spécifique sur les profils de docteurs. Nous offrons donc, nous aidons aussi les entreprises donc, à recruter des docteurs en apportant donc, à la fois donc, le support, l'écosystème de l'ABG pour permettre d'accéder donc, au profil de docteur, mais également donc, en proposant des accompagnements pour les entreprises pour leur permettre d'identifier leurs futurs collaborateurs. Alors moi d'ailleurs, pour vous donner une vision, donc moi maintenant ça fait 20 ans que je me suis réorientée sur le recrutement. Donc c'est aussi avec ça pardon, que je vais justement tenter de vous parler donc, de la poursuite de carrière des docteurs et de comment vous pouvez justement
comment vous pouvez travailler en amont pour vous faciliter en fait votre futur professionnel, donc à l'issue de la thèse. Et dans ce cadre-là, au niveau même de l'ABG, on crée notamment des événements qui vont parler donc de la thèse, qui vont donner de l'information à la fois donc sur le doctorat en tant que tel, mais aussi par exemple sur les métiers. Et alors, sachant que la vocation première de l'ABG, c'est effectivement de valoriser donc la formation doctorale et de favoriser donc la poursuite de carrière dans le secteur privé. Alors, donc l'ABG, c'est donc un acteur de l'information de la communauté doctorale que je vous invite. Non, pardon. Que je vous invite donc vraiment à aller creuser, parce que ça va vous permettre effectivement d'accéder à différentes informations sur le doctorat, à la fois des témoignages de docteurs qui occupent leurs fonctions et qui peuvent vous donner un éclairage et un angle de vue donc différent. C'est la possibilité aussi de vous abonner par exemple à des infolettres. Alors, sachant qu'il y a 3 types d'infolettres, des infolettres qui sont dédiées donc aux candidats, des infolettres qui sont dédiées aux recruteurs au sens large, privé mais également public, et des infolettres qui sont dédiées à l'international, donc pour à la fois permettre la mobilité des docteurs donc, depuis la France vers l'international, mais aussi leur retour potentiel en France, et aussi la capacité de pouvoir identifier donc, des personnes issues de l'international et les aider donc, à arriver donc, en France. On intervient également, donc on communique beaucoup aussi via le biais de LinkedIn par la page donc ABG, mais aussi donc, mais en même temps c'est pas très original, par les différents réseaux sociaux donc qui sont effectivement des canaux importants d'information. On a également une chaîne YouTube où vous pouvez notamment visualiser donc à la fois des témoignages, mais aussi des webinaires que l'on a pu organiser donc avec des docteurs qui occupent des postes qui sont des postes hors R&D, ou également donc avec certains recruteurs pour justement donner leur point de vue par rapport à la valeur ajoutée en fait du doctorat dans les métiers qui les animent. Donc pour vous donner un ordre d'idée, donc ce sera très rapidement. Donc le groupe ABG sur LinkedIn, hein, ça correspond donc à un peu plus de 18 000 membres, et ça permet effectivement de pouvoir communiquer sur à la fois les actions menées par l'ABG, mais aussi toutes les informations qui peuvent être relatives à des postes, on va pouvoir effectivement valoriser certains postes sur cette page ABG. En tout cas, ça vous permet effectivement aussi de pouvoir vous aider à créer votre réseau en étant, je dirais, à peu près sûr d'identifier, donc de vous mettre en relation avec des personnes qui sont effectivement également intéressées par cette communauté de docteurs. Donc alors sur le site emploi, donc le site emploi est accessible par tous, tout comme je vous disais le fait de pouvoir diffuser son CV sur notre site, mais en tout cas ça permet à la fois de diffuser donc des thèses, et ici vous avez donc un exemple de thèse CIFRE, mais également donc sur des entreprises. Alors ça peut être des grands groupes, ça peut aussi être des PME, et ça je crois que c'est très important, c'est que vous puissiez identifier, parce que les modes de fonctionnement dans les grands groupes et les petites et les startups ou les PME vont être quand même différents. Donc à vous de pouvoir déjà aussi identifier dans quel environnement de travail ça va, et le fait de pouvoir aller visualiser les offres. Alors je sais bien qu'aujourd'hui vous n'êtes pas encore en recherche d'emploi,
mais comme je vous dis, comme on a dit, hein, donc l'anticipation est le maître mot pour la facilitation de la poursuite de carrière. Donc le fait d'aller voir des offres d'emploi sur notre site vont vous permettre va vous permettre de pouvoir identifier les différentes attentes en fait, hein, des entreprises au sujet des différents postes en fonction justement de la nature des entreprises et des attentes. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment un bon moyen de vous donner une visibilité assez précise des différents types de postes ouverts à des docteurs qui ont des parcours qui peuvent être assez proches des vôtres. Dans les grandes entreprises, alors là, j'ai pas mis c'est pas une offre ABG, mais ce que je voulais faire passer, c'est qu'effectivement, dans les grandes entreprises, on va recruter donc un docteur pour une mission initiale bien définie, mais sachant qu'il y avait effectivement des possibilités de passerelle qui sont très très importantes, et à la fois donc entre les filières d'expertise et les filières de management. Donc, il faut vous dire que de toute façon, après, c'est pas, bien sûr, le premier poste va être important et fondamental, mais après, il va pouvoir y avoir effectivement des passerelles. Alors, c'est particulièrement vrai dans les grands groupes, mais ça se produit aussi tout à fait dans des structures de plus petites, mais avec sans doute, mais après, les changements peuvent aussi intervenir en changeant d'organisation au besoin. Donc voilà, il y a différentes façons de pouvoir occuper en fait son métier de docteur et qui va effectivement varier en fonction de la nature de l'entreprise et de son mode de fonctionnement. Juste quelques mots donc sur l'audience du site de l'ABG. Alors c'est d'autant plus important que vous, encore une fois, là c'est dans une logique où vous allez pouvoir mettre votre CV qui va être aussi visible pour l'ensemble des entreprises et des recruteurs au sens large. Et vous voyez qu'au sein du site de l'ABG, on a effectivement un réseau de 23 000 recruteurs et donc en l'occurrence pour 110 000 dossiers de doctorants, docteurs et étudiants de master. Mais bon, là on est un peu hors sujet. Alors, je voulais repartir, moi, maintenant, depuis le fait que, depuis les compétences que vous développez dans le cadre de votre thèse. Dans le cadre de votre thèse, vous développez effectivement un vaste éventail de compétences. Alors, des compétences, en fait, qui vont être considérées comme des compétences cœur de métier et qui sont associées, donc, à votre discipline. Alors c'est bien sûr quelque chose de fondamental, mais néanmoins c'est quelque chose de fondamental mais pas suffisant par rapport à l'ensemble des compétences que vous allez pouvoir développer donc pendant votre thèse et d'ailleurs que vous allez continuer à développer aussi par la suite. Vous allez développer effectivement des qualités donc personnelles et relationnelles qu'il faudra également valoriser donc auprès des entreprises et notamment dans les processus de recrutement. La capacité de produire en fait des résultats, de conduire des projets, donc toutes ces compétences, on va dire transverses, que vous allez pouvoir mettre également au profit de l'entreprise et aussi pouvoir, je dirais, participer à la stratégie de l'organisation que vous approchez en ayant justement une capacité à mobiliser l'ensemble des compétences que vous avez pu développer, donc tant scientifique et technique que effectivement transverse et aussi donc tout ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire vos caractéristiques intrinsèques et votre capacité à pardon et à interagir donc avec les autres. Donc pour la poursuite de carrière, donc alors je vais reprendre finalement, mais on voit que c'est cohérent donc avec les différents intervenants. Donc effectivement, comment identifier si vous souhaitez
quoi, comment décider? Qu'est-ce qui peut vous permettre de décider aussi un choix par rapport à votre poursuite de carrière dans le secteur public ou dans le secteur privé? Alors nous, ce qu'on voulait vous dire, mais bon, ce qui a déjà été dit, c'est qu'effectivement, donc en France, il y a à peu près 14 000 nouveaux docteurs pardon, qui sont diplômés chaque année. Et pour à peu près, alors on vous a dit un tout petit peu moins tout à l'heure, mais de l'ordre, on va dire, de 1500 à 2000 nouveaux postes permanents donc, dans le domaine dans le domaine de la recherche et des universités, sur des postes de maître de conférence, de chargé de recherche, ingénieur de recherche, et ce qui fait que c'est quand même un secteur qui reste, alors bien entendu, tout à fait une, une possibilité importante pour les docteurs, mais sachez que tout le monde ne pourra pas effectivement poursuivre au sein de l'université ou des organismes de recherche. Donc, il est important, en l'occurrence, d'explorer aussi les autres alternatives, et notamment les métiers que peuvent proposer donc, le secteur privé, alors aussi bien dans des domaines de recherche, mais aussi sur des fonctions, par exemple, de conseil, sur des postes qui sont très souvent en relation donc, avec la R&D, mais pas toujours. On voit aussi des docteurs qui vont pouvoir, à l'issue de leur thèse, se déployer sur des postes qu'ils n'avaient peut-être même pas eux-mêmes envisagés au préalable, mais les compétences doctorales vont aussi leur permettre de pouvoir appréhender ce métier avec une façon un peu différente de ce que peuvent faire, par exemple, des personnes qui n'auraient pas forcément eu une expérience de doctorat. Moi, par exemple, en tant que recruteur, j'ai recruté pour des métiers en fait de consultants en recrutement plusieurs docteurs, parce que c'était des personnes qui avaient la capacité de pouvoir avoir une approche encore innovante, même dans la façon finalement de pouvoir identifier des profils par rapport à aux besoins d'une entreprise, parce que en essayant de trouver des alternatives supplémentaires à ce qui peut être utilisé classiquement, je dirais, par exemple dans les cabinets de recrutement. Donc, le conseil, donc explorer les métiers, parce qu'il y a des métiers que vous allez pouvoir découvrir. Bien sûr, développer votre réseau pour pouvoir conforter aussi l'idée d'un métier avec des personnes qui les occupent. Lire et puis visionner effectivement des témoignages de docteurs, et rencontrer donc des employeurs que vous allez pouvoir approcher dans le cadre de forums, de salons professionnels. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'essentiel pour votre poursuite de carrière. Donc, comment optimiser? Donc, c'est anticiper donc, pour construire son propre projet professionnel. Et ça, c'est effectivement le plus tôt possible, c'est le mieux. Donc, d'ores et déjà, il faut que ce soit quelque chose qui soit qui fasse partie de votre quotidien. Donc, pour pouvoir vous permettre d'identifier le ou les métiers et l'environnement de travail qui va correspondre le plus à vos attentes, mais aussi à vos valeurs. Et qui vont vous permettre de continuer à vous épanouir finalement dans votre fonction. Donc ça, c'est vraiment des choses préalables qui sont importantes à mettre en œuvre. S'informer bien sûr sur les entreprises qui correspondent à votre écosystème. Alors à la fois par le biais toujours donc, des salons, des forums, mais aussi de la presse spécialisée, des associations professionnelles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà commencer finalement à créer un vrai lien avec votre écosystème. Identifier donc, et valoriser vos compétences, à la fois donc, vos compétences scientifiques, mais également, comme je vous l'ai dit, mais
je pense que c'est vraiment nécessaire de pouvoir le répéter. Donc, mais également donc, vos compétences transverses et les soft skills que vous avez pu développer, aussi votre capacité d'adaptation, parce qu'il y a en fait effectivement quand même des différences significatives entre le secteur privé et le secteur public. Donc, dans une entreprise, en fait, quand on va rechercher en fait un nouveau collaborateur, la moindre des choses, c'est qu'on ait besoin d'être rassuré sur le fait que la personne est bien identifiée, que, en l'occurrence, l'environnement de travail est différent, les attentes sont en partie très différentes, mais néanmoins, cette personne arrive et se positionne sur le poste en étant, en l'occurrence, tout à fait capable de préciser pourquoi pourquoi elle a choisi de postuler sur ce poste-là, et qu'elle a effectivement des attentes, des valeurs qui sont tout à fait en cohérence avec les objectifs de l'entreprise. Donc, important aussi de bien apprendre en fait à pitcher sur votre expérience professionnelle, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir susciter aussi l'intérêt, et que vous allez pouvoir aller au-delà créer vraiment du lien avec les entreprises. Développer donc encore une fois votre réseau, mais aussi également rester ouvert à des opportunités. Alors je vous ai dit qu'il fallait effectivement avoir une idée la plus claire possible de votre poursuite de carrière, mais néanmoins, je dirais, il faut aussi rester complètement en éveil et être capable de pouvoir appréhender des opportunités qui vous seraient offertes sans hésiter, mais en ayant un recul suffisant pour pouvoir bien jauger en fait l'intérêt, et est-ce que c'est quelque chose qui correspond bien à vos valeurs. Et donc, pour terminer quasiment, donc, quelques mots sur les attentes des entreprises par rapport donc, à la logique de recrutement. Alors, les entreprises, effectivement, attendent que les candidats aient un projet professionnel qui soit clair, c'est-à-dire qu'ils aient bien déjà identifié ce qu'ils allaient pouvoir apporter, en fait, à l'entreprise. Et donc qu'il y ait déjà une projection qui soit faite donc, par rapport à l'entreprise qu'elle représente. Donc une bonne connaissance des spécificités et des exigences en fait, industrielles, de ces codes et de ces langages qui sont différents entre le secteur académique et le secteur privé, mais qui néanmoins, le fait de pouvoir justement être en capacité de parler de ces différences va rassurer complètement justement l'entreprise en fait qui justement va pouvoir commencer à s'engager aussi dans cette logique de rencontre. Donc quand vous allez à un entretien, vous avez aussi bien évidemment la nécessité d'avoir fait des recherches sur les activités, les enjeux de l'entreprise, de son marché, de la concurrence. Ça fait partie aussi de la motivation que vous pouvez montrer à l'entreprise, mais vous devez aussi être en capacité de parler de votre envie de contribuer justement au projet et au développement de l'entreprise ciblée. C'est quelque chose vraiment d'important, qui est comment dirais-je, cette rencontre en fait qui puisse se faire à ce moment-là. Donc vos capacités donc d'adaptation sont aussi bien entendu très très importantes, et d'intégration donc qui sont des outils essentiels, et aussi votre capacité donc à travailler en équipe, mais aussi bien d'autres en fonction des postes. Donc le plus important, une des choses aussi les plus importantes étant que vous soyez en capacité de transmettre justement votre enthousiasme, votre motivation, le fait
fait que vous êtes quelqu'un de proactif, parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement des compétences qui sont très recherchées par les entreprises. Et donc, pour finir, ben voilà, soyez donc restez en ayant connaissance de de votre écosystème, des différents métiers. Et ben, soyez le pilote de votre projet. Et je vous souhaite une bonne poursuite de carrière et avec la possibilité donc de vous épanouir tout au long de votre vie professionnelle. Non, bah, je pense que vous pouvez venir, oui. Je pense qu'elle est en train de la mettre. Oui. Donc je vous présente Nadine Graal à Capgemini France, qui va nous parler des carrières de docteur au sein de Capgemini. Allô ? Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Alors, dans la continuité, j'adhère tout à fait à tout ce que Madame Frito vient de nous indiquer en termes de compétences, également de choses à prévoir en fait avant de se projeter dans un environnement professionnel qui peut être du coup un environnement industriel. Et de mon côté, du coup, je vais vous donner finalement un exemple de ce que cet environnement peut vouloir dire et à quoi il peut ressembler. Dans cette idée, finalement, je ne vais pas vous rappeler à nouveau voilà, tout ce que Madame Frito vient d'indiquer en termes de compétences, de soft skills, etc. Mais j'aimerais plutôt vous décrire finalement la recherche et l'innovation au sein de Capgemini Engineering aujourd'hui, comment nous sommes organisés, ce que ça peut vouloir dire en termes de programme, de recherche, en termes de projet, et comment nous travaillons. Parce que je pense que ce n'est pas forcément facile par expérience, pour avoir parlé à beaucoup de doctorants depuis un grand nombre d'années maintenant, j'ai l'impression qu'effectivement, notre environnement n'est pas non plus totalement accessible. En fait, cela peut paraître opaque. Qu'est-ce que cela veut dire, faire de la recherche en entreprise ? Voilà, pour justement que vous puissiez extrapoler ensuite sur l'envie d'y aller ou pas. Alors, déjà, en fait, c'est vrai que pour commencer par un petit mot de notre PDG aujourd'hui, donc Capgemini, l'idée, c'est vraiment de libérer également l'énergie humaine et de travailler en fait, à créer un monde plus inclusif et responsable. Donc, finalement, tout ce que nous faisons en termes de recherche et innovation est également relié à cet objectif. Pour ceux qui peut-être ne connaissaient aussi, petit crochet, sous le nom Altran, je ne sais pas si vous avez la connaissance des derniers événements. Donc, de notre côté, nous avons en fait, il y a un an maintenant, en 2020, rassemblé nos forces, anciennement Altran, et une partie de Capgemini pour créer une nouvelle marque qui s'appelle Capgemini Engineering. Donc, en termes de chiffres, Capgemini au global a plusieurs marques, donc un volet conseil, un volet donc ingénierie maintenant. Et Capgemini au global dans le monde représente 300 000 collaborateurs avec une présence dans 50 pays. Et au niveau de Capgemini Engineering, donc, où la recherche se situe et l'innovation se situe dans nos équipes, cela représente donc 30 000 collaborateurs dans à peu près 30 pays prioritaires. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus sur justement la recherche et l'innovation. Donc aujourd'hui, nous travaillons en France autour de 8 programmes de recherche. L'aspect responsabilité sociétale est très important dans tous les projets que nous menons. Et nous avons 8 programmes que je vais vous présenter avec aujourd'hui plus de 100 projets de recherche et innovation interne qui sont développés dans ces programmes de recherche très multidisciplinaires. Et nous avons une équipe de chercheurs qui aujourd'hui représente 200 chercheurs en France à temps plein qui travaillent sur tous ces projets de recherche et qui continuent finalement dans la continuité de leur thèse à mener des travaux et à les présenter en conférence ou
également au travers d'articles dans des revues spécialisées ou des livres ou des chapitres de livres. Alors voilà, ces 8 programmes donc, qui ont vocation à être... L'idée pour nous, c'est vraiment de faire de la cross-fertilisation entre ces programmes. Donc les chercheurs qui travaillent sur ces projets, donc chaque programme étant un portefeuille de projets, eh bien, ne travaillent pas en silo. Ils travaillent de manière très multidisciplinaire. C'est également la force et je pense l'intérêt d'un travail de chercheur dans une organisation comme la nôtre, c'est de pouvoir finalement, quand on est sur un projet de santé, par exemple, je dis n'importe quoi, pouvoir travailler aussi avec les collègues à côté qui travaillent sur le véhicule autonome, parce qu'on est capable de développer certaines briques technologiques qui vont travailler sur l'aspect vigilance conducteur dans un véhicule autonome. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc travailler, ce n'est pas du tout un travail en silo. Donc vous travaillez on travaille dans un mode très collaboratif, d'un projet à un autre et d'un programme à un autre. Alors, quels sont les environnements que nous explorons? Donc 8 programmes aujourd'hui. Un dernier né il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est le dernier en bas à droite, Future of People at Work, qui travaille sur tout ce qui va être le travail et aussi les aspects de le travail du futur, les aspects de talent management, innovation managériale, tout ce qui va être responsabilité sociétale également. La place aussi, l'acceptabilité finalement des technologies par l'humain. Nous avons un programme axé sur la mobilité. Donc là, on travaille sur l'impact environnemental de toutes les mobilités, qu'elles soient terrestres, aéro ou ferro. Donc des projets aussi axés sur le véhicule intelligent et autonome. Le programme donc, Future of Energy qui est transverse à tous les autres et qui, on va retrouver des projets qui vont se positionner sur toute la chaîne de vie, on va dire, de l'énergie, depuis l'extraction d'une ressource jusqu'à son démantèlement. Donc des projets axés sur les énergies nouvelles, le stockage de l'énergie. Donc tous ces aspects sont étudiés. Donc c'est un programme très transverse. Le Future of Healthcare, on va travailler sur les enjeux de la santé en fait à l'ère du numérique. Donc là, on retrouvera des projets axés sur la BCI, la médecine des 4P, la réalité virtuelle également, l'imagerie médicale, etc. Le programme Future of Industry, ici on travaille sur, on va dire, tous les outils qui vont aider à rendre l'usine plus responsable et plus optimisée également. Le programme Applied AI, on travaille sur l'IA, donc là aussi c'est très transverse à tous les projets. Et le Future of Engineering, alors là vous travaillez sur tout ce qui est ingénierie des systèmes complexes, l'algorithmie multicritère, des outils finalement qui aident les différents projets, donc assez transversal aussi celui-ci. Et le programme Future of Networks and Compute qui travaille sur les infrastructures numériques. Donc là, on est sur la 5G, le cloud, la cybersécurité. Tous ces aspects-là sont traités ici. Donc là, on a un panel, et je l'ai déjà cité, le dernier, donc, qui est un programme axé sur les sciences humaines et sociales. Avant la naissance de ce programme, finalement, on avait aussi tous ces sujets d'acceptabilité des technos ou des sujets axés sur les ressources humaines aussi, qui étaient traités, mais on n'en avait pas fait un programme. Et en fait, on considère maintenant que c'est aussi un aspect très, très important à travailler dans le domaine de la recherche. Il y a beaucoup à faire en sciences humaines et sociales également. Donc ça, je pense que c'est clairement la dernière nouveauté en termes d'organisation. Donc 120 projets de recherche partout en France, dont on est localisé un peu partout. Si je donne des petits exemples, je ne vais pas être exhaustif du coup, mais de projets qui pourraient vous intéresser. Dans le domaine du stockage de l'énergie, on travaille avec le projet Sister sur justement le stockage de l'énergie hydrogène, donc qui peut avoir différents domaines d'application et qui aujourd'hui, l'hydrogène est un sujet très, très en vogue et qui a beaucoup d'avenir. Le deuxième, la BCI, donc on a un projet Mind and Act qui travaille au travers de différents cas d'usage à tout ce qui va être interface cerveau-machine, donc pour aider les opérateurs sur des chaînes de production par exemple, ou dans le domaine de l'énergie, on a un cas d'usage de ce type. On peut travailler aussi dans le domaine de la santé, par exemple sur le fait d'aider à la réhabilitation
après un AVC en utilisant la réalité virtuelle. Donc il y a beaucoup de cas d'usage qui sont travaillés dans ce projet. Celui d'à côté, c'est le projet Iris. C'est notre prototype qui d'ailleurs est disponible et visible dans nos labs, dans notre lab ici à Paris. Donc nous travaillons sur le véhicule autonome et connecté. Et finalement, c'est comme une plateforme expérimentale, ce projet, enfin, disons ce prototype qui rassemble des recherches menées dans différents projets dans le programme Future of Mobility terrestre. Donc c'est un sujet également très important et un projet d'envergure chez nous. Un autre exemple peut-être, le projet, celui que j'aime bien, je ne vais pas tous les citer, projet Inside. Donc ici, on travaille sur le biomimétisme. Donc comment finalement s'inspirer de la nature pour designer, travailler sur le design dans les transports ou de la mobilité. Ce sont des sujets qu'on a présentés au dernier salon Biomime Expo. Je ne sais pas si certains y sont allés ou on a entendu parler. Mais voilà, nous avons aussi des publications, des recherches, beaucoup de recherches sur ces sujets-là. Le dernier défi est très axé sur l'énergie, sur l'économie circulaire. Voilà, pour vous donner un petit panel. Donc finalement, de notre point de vue, on va dire que, en tout cas, on a vocation et on cherche à apporter de la valeur au travers de tous ces projets. Et je dirais différentes sortes de valeurs, puisque nous sommes donc un pôle de recherche interne à un groupe de conseil. Donc tous les projets que nous réalisons, nous faisons de la recherche appliquée, avec toujours cette idée que notre objectif est aussi d'apporter de la valeur à un potentiel client, aux besoins que pourraient avoir nos clients dans le futur. Donc toujours avoir un train d'avance, je dirais, sur les potentialités de valeur, la proposition de valeur qu'on pourrait apporter à nos clients plus tard. Et là, c'est tout l'intérêt également de pouvoir travailler avec des équipes de chercheurs qui ont on l'a déjà dit, je l'ai entendu déjà à plusieurs reprises dans les témoignages, finalement, vous avez une capacité d'analyse des sujets complexes et aussi d'anticipation indéniable de par la formation que vous avez eue, qui peut peut-être être aussi, je dirais, très complémentaire aux formations dispensées en école d'ingénieurs, et qui fait que nos équipes, qui sont donc complémentaires, ingénieurs, docteurs, travaillent très bien ensemble et apportent beaucoup de valeur aujourd'hui. Donc en fait, notre idée, c'est aussi de venir apporter notre expertise à nos divisions opérationnelles pour apporter de la valeur aux réponses à appels d'offres qu'ils peuvent faire, voilà, sans être impliqués directement, nous, équipe de recherche, dans la mise en place de la solution pour un client, puisqu'on ne gère pas le volet conseil dans cette direction. Alors bien évidemment, tous les docteurs que nous recrutons aujourd'hui, nous les recrutons pour des postes qui peuvent être soit des postes de chef de projet, donc là, des docteurs qui vont être impliqués sur la coordination, le management des équipes, de l'équipe projet, et travailler sur le reporting, les comités de pilotage, la mise en visibilité du projet, et aussi des postes d'experts qui continuent de manière très approfondie à publier et à travailler sur les sujets scientifiques, développer les sujets scientifiques du projet et développer souvent de nouveaux axes stratégiques aussi sur le projet. Donc finalement, on contribue de manière assez directe à la transformation de notre groupe. Le volet recherche et innovation est vraiment stratégique pour Capgemini aujourd'hui. Alors j'ai parlé au début aussi, je cite les partenaires, parce qu'il faut que vous compreniez que quand vous travaillez dans une entreprise, donc là déjà je pense que je vous ai fait passer l'idée, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous travaillez dans une entreprise et dans cet environnement en tout cas tel qu'est le nôtre, que vous coupez avec la recherche. Bien au contraire, vous continuez à travailler dans un mode recherche, dans un mode, je dirais, labo, et publier vos résultats. Bon, on a aussi une volonté de mettre en place des partenariats beaucoup stratégiques avec des industriels, des académiques, des institutionnels, EPIC, associations, start-up,
Donc voilà, on a un environnement, un écosystème autour de nous et nous cherchons à nous rapprocher de partenaires pour avancer aussi sur nos recherches. Donc ce sont des partenariats win-win, hein. De notre côté, finalement, nous sommes intéressés par les données industrielles qui peuvent, quand c'est un partenariat industriel par exemple, apporter au projet de recherche. Et de leur côté, ils sont aussi intéressés à l'expertise de nos chercheurs. Donc là, je donne et en fait, ici, en exemple d'expérience partenariale, je cite le projet Ecoplex. Nous travaillons ici dans le cadre de ce projet avec, vous voyez, différents partenaires. Donc nous rentrons aussi dans beaucoup de consortiums. Donc nous participons à des projets à subvention dont nous sommes un des acteurs. Et ici, avec The Sea Cleaners, il s'agit de travailler sur la dépollution des océans et des matières plastiques notamment. C'est un exemple parmi d'autres de projets menés en partenariat. Tout à l'heure, je vous ai présenté rapidement le projet Mind and Act. Donc, sur ce projet, par exemple, on travaille avec un distributeur de l'énergie, un grand distributeur de l'énergie, pour un cas d'usage, développer un cas d'usage sur ce projet de BCI. On pourrait imaginer par la suite doter le casque de l'opérateur que vous voyez ici de capteurs en fait d'un système que nous avons développé pour capter finalement le stress de l'opérateur et pouvoir adapter également le travail en fonction de la gestion du stress et puis apporter plus de sécurité également. Par exemple aussi, donc on va participer à ce consortium aux côtés de grands groupes, axé sur le train léger autonome qui a été donc proposé par la SNCF. Donc nous travaillons aussi sur ce projet. Alors je vous parlais tout à l'heure des publications. Donc ici c'est l'exemple d'une publication des projets Modins qui travaillent sur les vieillissements des batteries. Présenté à un congrès. Ici, c'est l'exemple d'un chapitre de livre Springer, présenté dans Springer sur un de nos projets, là plutôt dans le domaine de la 5G. Voilà, donc j'espère que là, ça vous donne un petit peu, ça vous montre un peu comment nous travaillons et ce que les chercheurs concrètement font chez nous. Donc on n'est pas du tout en vase clos, on a tout un écosystème autour de nous et ce sont des postes assez polyvalents. Donc on a également des labs d'innovation. Donc on a développé depuis 2015 tout un réseau de labs. Un lab d'innovation, concrètement, c'est vraiment un espace dédié à la recherche et l'innovation. À Meudon, par exemple, le lab fait 420 mètres carrés, avec 2 Fab Labs de 25 mètres carrés chacun, dans lesquels on développe des prototypes, dans lequel ce lab, en fait, on montre également à nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires ou nos candidats, finalement, nos projets, nos expertises, des lieux dans lesquels on fait des démos face à ces mêmes acteurs, mais aussi, donc, les chercheurs ont l'occasion de venir pitcher, être finalement mis en visibilité dans ces lieux. Non seulement présente, justement, monter sur scène pour présenter son projet, le pitcher, etc. Donc on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, Madame Frito en a parlé. Apprendre à pitcher ou se familiariser avec cet exercice est très très important. Le côté vulgarisation, parce qu'on a rarement l'occasion de pouvoir présenter un sujet de recherche pendant 1 ou 2 heures. Il faut aussi être capable de faire passer son projet de manière très simple face à certains interlocuteurs. Donc on apprend aussi à le faire et donc on a dans ces lieux on fait différents événements qui nous permettent de travailler toujours mieux ensemble et de changer les manières de travailler aussi. Ce sont des lieux clairement d'innovation. Donc une petite photo de celui de Meudon ici. Alors le côté labo aussi, hein, dans les labs, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, peut-être dans la continuité de la thèse, ce sont ces labos. 2 espaces de prototypage, 50 mètres carrés de Fab Lab, en fait, dans lesquels on manip, on a tout un tas de matériel pour le prototypage électronique,
le prototypage mécanique aussi, des imprimantes 3D, etc. Et dans ces lieux, en fait, on développe directement les prototypes. Donc on peut aller d'une idée jusqu'au prototype, de la recherche jusqu'au prototype. Et puis on fait aussi de l'initiation pour les consultants, les ingénieurs ou tout collaborateur, même les fonctions support, qui veulent finalement un peu découvrir notre univers. Donc c'est de l'acculturation aussi au monde de la recherche et de l'innovation que nous cherchons à faire. Alors, je l'ai dit, je ne vais pas répéter justement les compétences nécessaires. Je pense que ce que je vous ai indiqué peut vous montrer aussi les compétences qu'il est intéressant d'avoir pour rentrer dans ces projets, pour travailler avec nous. Mais effectivement, les mots qui me viennent en tête en priorité, c'est la méthodologie, ce qui nous intéresse clairement. Ne mettons pas de côté la thèse, ne mettons pas de côté l'expertise. Parfois, je peux avoir l'impression que la thèse, en fait, n'est pas... vous avez du mal à la mettre en valeur parce que il faut passer à l'action rapidement, etc. Non. La méthodologie de recherche que vous avez, la formation que vous avez par la recherche, elle est très importante aussi dans notre environnement. Savoir faire un état de l'art, ce que vous avez fait pendant votre doctorat, c'est aussi important dans n'importe quel projet ou même mini-projet qu'on peut vous demander de faire en entreprise, puisque vous avez cette capacité à faire cet état de l'art, donc cette recherche macro sur un sujet de manière très rapide. Donc cette faculté, elle est indéniable et je pense que cette gymnastique de l'état de l'art est transposable dans n'importe quel univers et est très intéressante. Ensuite, l'adaptabilité, oui, parce qu'en fait, l'adaptabilité, c'est important de pouvoir... on a un environnement effectivement très changeant. La vulgarisation, ça, n'ayez pas de crainte. On vous apprend, on vous accompagne quand vous arrivez chez nous en tout cas, au pitch, on vous accompagne sur l'intégration et la montée en compétences, également sur la gestion de projet. Et le volet collaboratif, on ne travaille plus tout seul, même dans la recherche, on ne travaille pas tout seul, on est toujours en équipe. Alors maintenant, je dirais juste pour finir, que moi je pense qu'au-delà de ces compétences, ce qui est surtout important, c'est que vous ayez cette envie, en fait, envie d'intégrer cet univers. C'est la priorité. Et puis surtout que vous posiez les vraies questions. Pourquoi j'ai envie d'explorer l'univers de l'entreprise, la recherche en entreprise, et surtout pas d'y venir par défaut. Donc se poser vraiment la question du pourquoi avant d'agir, même ne serait-ce que avant de postuler, pour gagner du temps et pour être justement plus pertinent et plus ancré quand vous arriverez en entretien. Et le jeu dans le jeu, c'est faire attention en effet à votre écosystème. Vous n'êtes pas seul, vous êtes dans un jeu multicarte et c'est important de comprendre cet écosystème. Donc venez à notre rencontre, oui, dans les salons où toutes les occasions sont bonnes. Nous sommes partenaires de l'ABG aussi, donc en fait vous retrouverez facilement nos offres si vous êtes intéressés. Et donc, pour que justement tout cela pour vous ait du sens, parce que vous ne pourrez pas être motivé, engagé dans une entreprise ou dans n'importe quel poste que vous choisirez, si vous n'arrivez pas à trouver ce sens vraiment profond. Est-ce que cela vous anime vraiment d'être dans cet environnement? La dernière photo, c'est un projet que nous venons de lancer justement la direction générale, Make Sense, un projet à destination de tous les collaborateurs pour travailler, apporter notre pierre dans des associations ou dans différentes actions pour lutter contre le réchauffement climatique, pour travailler sur les enjeux climatiques actuels. Donc on a ce nouveau projet qui vient d'être lancé à l'échelle du groupe, qui va nous permettre de nous impliquer et d'apporter, c'est le colibri et l'éléphant, d'apporter notre petite pierre, en tout cas, à cet édifice, et à ce grand enjeu qui nous anime tous aujourd'hui et qui est important. Voilà, je finirai sur ce mot make sense. Voilà, c'est ça l'idée surtout, c'est de trouver votre voie, et rien ne sert de partir trop vite. Réfléchissez déjà à ça. Voilà. Merci. Je pense qu'on n'a pas forcément le temps pour des questions. Après, voilà. Cet après-midi, vous aurez le temps de poser des questions et puis pendant la pause déjeuner aussi. Monsieur
Pascal Jatte. Je vous laisse tout de suite la parole. Comme ça, Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci aux deux business schools de m'avoir invité à partager avec vous un certain nombre d'informations sur le dispositif CIFRE. Merci à Paris-Saclay de son invitation. Juste en un mot, peut-être me présenter. Donc, je suis Pascal Gia, j'ai un doctorat de physique qui date de quelques années maintenant, ex Pierre et Marie Curie. Après une année de postdoc, je suis parti tenter l'aventure de l'industrie et j'ai participé à un transfert industriel d'un prototype que nous avions mis en place pendant ces années de thèse, un appareillage médical qui m'a permis au sein d'une start-up de parcourir le monde dans plus de 70 pays pour promouvoir ce dispositif et montrer tout son intérêt. Et ensuite, j'ai intégré l'industrie médicale pendant une quinzaine d'années. J'ai travaillé chez General Electric Santé et ce qui m'a permis de franchir le cap et de mettre à disposition de cette industrie tout ce que j'ai pu apprendre sur le terrain et tout ce que j'ai pu apprendre aussi pendant mes années de thèse. On en a beaucoup parlé, les fameux soft skills qui permettent de mettre à profit votre capacité de présentation, de partage, de mettre du recul aussi par rapport à un projet, de savoir le formuler, de savoir définir différents axes d'investigation. Donc toutes ces qualités-là, au-delà de vos compétences scientifiques, sont très importantes. Vous les apprenez, vous les cultivez pendant votre doctorat. Sachez les mettre à profit dans une carrière ensuite dans l'industrie, mais aussi dans le milieu public. Donc il y aura deux parties dans cet échange. La première, c'est rappeler quel est l'écosystème des tests CIFRE. Alors, je ne sais pas s'il y a des doctorants CIFRE dans la salle. Vous rappelez la volumétrie des CIFRE. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, partager les résultats d'enquêtes que nous menons sur le devenir des doctorants CIFRE. Et nous réalisons des enquêtes 1 an après la fin de la CIFRE et 5 ans après la fin de la CIFRE. Et je veux partager ces quelques éléments de ces enquêtes pour illustrer les différents parcours que vous pourriez imaginer à l'issue de votre doctorat. Donc, peut-être un mot sur la NRT, donc Association nationale de la recherche et de la technologie. Ce n'est pas l'ANR, ce n'est pas l'Agence nationale de recherche et de la technologie. La NRT est une association de loi 1901 privée qui existe depuis 1953 et qui a pour vocation de créer de la synergie entre la recherche publique et la recherche privée. Nous avons différentes activités. Parmi ces activités, nous avons en charge le dispositif CIFRE, donc Convention industrielle de formation par la recherche, qui est un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et qui nous confie la gestion et la promotion de ce dispositif depuis maintenant la création, depuis 1981. Donc depuis 41 ans, on a une progression évidemment du nombre de CIFRE potentiellement alloués chaque année depuis la création. En 2021, on avait une enveloppe budgétaire de 1677 CIFRE nouvelles créées sur l'année 2021. La CIFRE, rapidement, c'est un triptyque. J'ai juste passé peut-être à la diapositive suivante qui est plus illustrative. Donc c'est un triptyque entre un doctorant, un employeur industriel, mais au sens large, et un laboratoire académique. Donc le doctorant est salarié de l'entreprise. Quand j'ai dit au sens large, ça peut être le secteur privé, mais ça peut être aussi les collectivités territoriales, par exemple les mairies, les départements, les régions, les métropoles. Tous ces écosystèmes-là sont employeurs potentiellement de CIFRE. Donc un triptyque, le doctorant étant le passeur d'informations entre le laboratoire académique, où travaille son directeur de thèse, son encadrant académique, et l'entreprise dans laquelle il travaille également. La répartition du temps de travail étant variable d'un projet à l'autre. Ça peut aller de 10% dans une structure et 90% dans l'autre, ou ça peut être à parité 50-50. Donc ça, c'est très variable. Et l'entreprise perçoit 14 000 euros, 42 000 euros à terme à l'issue des 3 années, pour accompagner le doctorant dans ses travaux de recherche. Donc on est vraiment dans une formation d'accompagnement à la formation doctorale. Et nous, notre rôle à l'ANRT, c'est de recevoir toutes les candidatures et d'en faire ce qu'on appelle l'instruction et l'expertise, et puis de décider après coup si on accepte la CIFRE ou pas. Donc voilà comment fonctionne une CIFRE. Pour rappel,
là, je vais aller très vite, c'est l'évolution du nombre de CIFRE sur ces 20 dernières années. On voit qu'on a une augmentation croissante du nombre de CIFRE. Le nombre de CIFRE dossiers reçus, ce sont les courbes grisées. Et vous avez en bleu l'objectif ministériel, c'est-à-dire quelle est l'enveloppe budgétaire chaque année disponible. Et puis en jaune, les CIFRE alloués. Vous voyez qu'il y a une augmentation conséquente du nombre de demandes et que les CIFRE disponibles essaient de suivre, mais on est quand même toujours un peu en dessous de ce qui est demandé. Mais on voit qu'on a une saturation du dispositif depuis ces 5 dernières années qui fait qu'on fait en sorte de pouvoir allouer tout le budget dont on dispose aux demandeurs. Donc, j'ai parlé de différentes enquêtes. Là, je partage le résultat d'une enquête qui est faite juste à la fin de la CIFRE. Donc, on est juste avant qu'est-ce qu'on devient après la CIFRE, en tout cas après le doctorat. Et donc, c'est juste pour partager quelques éléments d'une enquête qu'on réalise vraiment dans le dernier mois de la CIFRE. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un taux de satisfaction quand même très très élevé, de l'ordre qui est supérieur à 95%. On constate également que pour un quart des entreprises, pour un quart d'entre elles, elles n'auraient jamais imaginé un partenariat avec un laboratoire académique sans le dispositif CIFRE. Donc on voit que c'est un facteur de synergie entre la recherche publique et la recherche privée. Et enfin, si on interroge les doctorants CIFRE, on voit qu'ils sont très enthousiastes, en tout cas sur leur thèse CIFRE, et qu'ils sont vraiment facteurs de promotion du dispositif auprès des étudiants en master. Et on voit qu'on a aussi une très forte attractivité en termes de salaire. Je partagerai tout à l'heure quelques éléments sur les salaires. Très vite, la répartition des doctorants CIFRE, donc c'est moitié école d'ingénieur, moitié master. Ça varie un peu d'une année sur l'autre, mais on est presque toujours dans une parité. En termes de salaire, vous voyez ici, ce sont les salaires pendant la thèse CIFRE. Vous voyez qu'on est qu'à 10% du salaire minimum demandé, qui est de 23 484 € brut annuel. On voit que 10% seulement des entreprises restent au salaire plancher. On a un salaire moyen qui est de l'ordre de 30 000 €. Et on voit qu'on a une bonne répartition sur des grilles de salaire autour de 30 à 40 000 €. On a des valeurs extrêmement élevées. L'année dernière, on avait 87 000 € dans un GAFA. Mais les salaires très élevés sont plutôt dans le secteur bancaire ou dans les grands groupes où les salaires sont tributaires de grilles salariales en fonction de la formation. Et puis on voit aussi qu'on a des CIFRE dans tous les domaines disciplinaires. Vous voyez qu'on a des CIFRE dans les STIC, évidemment, dans les sciences de l'ingénieur qui vous concernent beaucoup, mais également dans les sciences humaines et de la société, c'est-à-dire le droit, la gestion, la science économie, les sciences économiques, la littérature, la préhistoire, l'histoire. Donc vous voyez qu'on a vraiment des domaines très variés. Et c'est important de rappeler la très grande variété de formations et de compétences, parce que ça a une incidence évidemment sur ce que peuvent devenir ensuite les doctorants. Et pour finir, avant d'arriver dans la deuxième partie sur le devenir des doctorants, vous présentez la répartition en termes de profil d'employeur. Vous voyez qu'on a presque une équirépartition entre les groupes et les PME. Vous avez les groupes tout à gauche de l'écran. Ensuite, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire qui sont moins bien représentées. Et puis les PME, comme vous le voyez, on a une représentation très forte des PME. J'ai perdu. Ah, voilà. Et puis on a une augmentation aussi sur ces 9 dernières années de la présence des CIFRE dans le secteur associatif et le secteur qu'on appelle les collectivités territoriales. Vous voyez que les CIFRE, c'est à la fois dans des grands groupes, mais aussi dans des PME. Et on verra que cette répartition se retrouve aussi dans ce que deviennent ensuite les doctorants CIFRE. Donc très rapidement, que deviennent les doctorants CIFRE juste en sortie de thèse CIFRE? On voit qu'un tiers reste dans l'entreprise qui les a embauchés, en tout cas dans la structure qui les a embauchés. Donc on voit qu'on a quand même un bon ancrage des doctorants CIFRE au sein de la structure qui a fait l'effort pendant 3 ans de l'accompagner et de le salarier. Pour reprendre ce qui a été dit précédemment sur l'anticipation, sur le fait de réfléchir en amont à ce que vous allez faire après votre doctorat, on voit que 7 doctorants sur 10 ont vraiment anticipé très en amont de ce qu'ils allaient devenir, c'est-à-dire aller sur les forums, se renseigner sur les réseaux sociaux, contacter l'ABG, contacter des cabinets de recrutement pour bien anticiper ce que vous comptez faire après.
Donc ça, c'est vraiment le cas de 7 doctorants sur 10. On voit qu'en termes d'employabilité, 70% sont en poste dans les 3 mois qui suivent la CIFRE, et ça monte à 90% dans les 6 mois qui suivent la CIFRE. Donc on voit qu'il y a une forte employabilité du doctorat sous modalité CIFRE quand on regarde à court terme ou à moyen terme. Donc j'arrive maintenant sur la partie devenir proprement dit des doctorants CIFRE. Encore une fois, il faut voir ce que je vous partage, une illustration de ce que vous pourriez potentiellement faire, même si vous n'avez pas fait de thèse CIFRE, mais c'est pour vous montrer comment se répartissent les vœux et puis la concrétisation du plan de carrière des anciens doctorants CIFRE. Donc on réalise, je l'ai dit, des enquêtes 1 an après la fin de la CIFRE et 5 ans après la fin de la CIFRE. Donc vous allez toujours avoir ce jargon 1 an après, 5 ans après, N+1, N+5, ça varie en fonction de la manière dont on présente les résultats. Donc ici, vous avez le résultat 1 an après la fin de la CIFRE. Donc on voit qu'on a peu de doctorants en recherche d'emploi, ils sont en une proportion de 4 à 5%. Vous avez ici 2 résultats d'enquête. On fait une enquête tous les ans. Tous les ans, on enquête 1 an et 5 ans après. Et on a maintenant cumulé 5 enquêtes successives. Pour ne pas surcharger le graphe, j'ai décidé de prendre les 2 dernières enquêtes, une enquête de 2019 et une enquête de 2020. Vous avez ici l'enquête de 2020 qui est en vert et l'enquête 2019 qui est en bleu. Et on verra, là, donc c'est 1 an après, et on verra la même chose 5 ans après. Donc je l'ai dit, peu de personnes en recherche d'emploi, donc on est à moins de 5% en recherche d'emploi. On voit qu'on a majoritairement les étudiants dans pour un tiers dans l'entreprise qui les a portés pendant 5 ans. Et si on regarde l'entreprise qui les a portés ou une entreprise du secteur privé autre que l'entreprise qui les a embauchés, l'ensemble correspond à 2 tiers. Donc ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a 2 tiers des doctorants qui sont dans le secteur privé à l'issue de la thèse, et puis à peu près 20 à 22% dans le secteur public. Donc ce sont les étudiants qui, à l'issue de la CIFRE, décident de préparer les différents concours qui vous ont été présentés précédemment. 5 ans après, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a une consolidation des doctorants dans le secteur privé, non plus à 2 tiers, mais à 3 quarts. Donc on voit qu'on a une migration des étudiants plutôt vers le secteur privé et une consolidation dans le secteur public qui est un peu moins de 20%. Donc on voit que la CIFRE, qui initialement était un partenariat public-privé avec un vrai ancrage dans le secteur privé, puisque c'est votre employeur, hein, quand vous êtes doctorant CIFRE, on voit que cette appétence pour le secteur privé se confirme au fur et à mesure du temps, puisque 5 ans après, on voit qu'on a un plus grand ancrage des doctorants dans ce secteur-là. Lorsqu'on s'intéresse, encore une fois, 1 an, 5 ans après, on regarde quel est le profil des employeurs, le type d'entreprise qui embauche les doctorants à l'issue de leur thèse. On voit qu'on a une forme de répartition assez équivalente entre les grands groupes et les PME, avec quand même un ancrage assez conséquent des étudiants quand il s'agit des groupes, dans le groupe qui les a embauchés. On voit que la migration vers un groupe différent, qui est en rouge ici, est pas trop marquée pour les groupes. Il y a plutôt même un ancrage dans le groupe qui les a embauchés pendant 5 ans. Ils restent plutôt fidèles, si j'ose dire, dans le groupe qui les a embauchés. Ils vont moins vers la concurrence. Pour les PME, c'est légèrement différent. On a plutôt une petite migration vers une entreprise souvent du même secteur, mais qui n'est pas l'entreprise initiale. On voit que 5 ans après, on reste à peu près dans le même schéma pour ce qui est des employeurs de grands groupes. En revanche, on voit qu'il y a une plus forte mobilité dans les PME. Donc il y a une plus grande appétence à aller, 5 ans après, plus majoritairement vers des PME qui ne soient pas la PME initialement employeur du doctorant. Quand on s'intéresse au type de contrat, donc on a ici, on regarde encore une fois 1 an et 5 ans après, et à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. On voit que dans le secteur public, on a une majorité de CDD 1 an après la fin de la CIFRE, qui fort heureusement migrent vers des postes plutôt en CDI. Et j'ai détaillé en dessous la répartition 1 an et 5 ans après sur le type de postes qui sont occupés par les anciens doctorants CIFRE. On voit qu'on a
progressivement, au cours des années, un ancrage des postes de type maître de conférence ou de postes d'ingénieur de recherche qui est moyennement représenté un an après et beaucoup plus présente 5 ans après. Mais ça a été dit, il faut du temps pour faire ses preuves et puis pour présenter les concours de maître de conférence. C'est un travail qui doit refléter votre activité pendant quelques années, d'où ce schéma. Pour le secteur privé, on voit qu'on a fort heureusement une migration d'un CDD vers un CDI, mais on voit que même après un an après la fin de la CIF, on voit que pour plus de 3/4 des cas, les étudiants sont en CDI. Donc on voit qu'il y a une volonté des entreprises aussi de pérenniser les jeunes docteurs au sein de l'entreprise. Je ne sais pas si ça a été dit tout au début, parce que je suis arrivé un petit peu en retard, j'en suis désolé, mais vous rappelez que le doctorat est au registre national des compétences professionnelles depuis seulement 2019. C'est-à-dire qu'avant, le doctorat, je ne vais pas dire que ça n'existait pas, mais il n'y avait pas de reconnaissance propre, comme un ingénieur, comme un médecin, un vétérinaire. Il n'y avait pas cette reconnaissance au sein du registre national des compétences. Et ça, c'est depuis seulement 2019. Et c'est un travail de longue haleine, mais on voit que la place des docteurs en France commence à s'ancrer dans l'industrie. C'est vrai dans les pays anglo-saxons, c'est vrai en Asie, et ça a été un peu moins vrai en France, mais on voit que cet effort des entreprises à embaucher des docteurs, à les garder, est plutôt payant, et en tout cas s'observe, y compris au travers des doctorants CIFRE. En termes de missions, on a coutume de voir les missions qu'on appelle missions de recherche ou des missions hors recherche. Donc on voit, ce n'est pas une surprise, mais que dans le secteur public, c'est majoritairement des missions de recherche. Et on voit que les missions, en revanche, les missions de recherche, on voit qu'elles diminuent un peu 5 ans après. Et ça participe à l'ouverture des travaux que peut faire un chercheur dans le domaine public qui va parfois un petit peu en dehors du domaine de recherche pure, en termes d'accompagnement, en termes de communication ou en termes de promotion de ce que peut être l'activité du laboratoire. On voit qu'il y a cette migration vers une activité qui n'est pas exclusivement axée sur la recherche. C'est encore plus marqué dans le secteur privé, puisqu'on voit qu'on a plus majoritairement de l'activité effectivement en mission recherche, mais dans une proportion moins importante que dans le secteur public. Et on voit également qu'on a un basculement vers un peu plus de missions hors recherche 5 ans après. Et puis quand on va un petit peu plus loin dans le type de mission, donc même chose, ici en jaune, 1 an après la fin de la CIFRE, en bleu, 5 ans après la fin de la CIFRE, et puis secteur public, secteur privé. On voit que, évidemment, dans le secteur public, il y a toute cette appétence à faire un postdoc qui vient compléter vos travaux de recherche. Et on voit qu'on est, en tout cas dans l'enquête qu'on mène, en tout cas c'est le résultat des doctorants CIFRE, on voit que 1 an après, ils sont à plus d'un tiers en postdoc et ils restent à 1 sur 5, 5 ans après. On voit que les missions sont plutôt orientées en mission de recherche ou en mission d'enseignement. On voit que la part de l'enseignement dans le secteur public est très importante parce qu'on est à aussi à peu près un tiers de missions d'enseignement qui diminue aussi un peu avec le temps. On voit qu'on a aussi également des missions en relation avec la thèse qui sont plus prédominantes au début et qui ensuite basculent vers des missions qui sont un petit peu en dehors du domaine de compétences initiales. Donc on voit qu'on a une augmentation de l'activité qui est en dehors de la zone purement académique et de compétences propres des chercheurs. Pour le secteur public, on voit qu'on a des missions R&D qui sont en relation avec la thèse, qui sont très prédominantes au début de la thèse et un peu moins vraies 5 ans après, au profit de missions qui soient plus en dehors, encore une fois, de la zone de compétences propres académiques. Et c'est là où on voit la signature de l'importance de ce qu'on appelle les soft skills et de tout ce qui est périphérique, tout ce qui vient en plus, qui vient enrichir votre activité qui n'est pas purement dans votre domaine de compétences académiques. On va parler un peu argent, un peu salaire. Donc on a représenté ici le salaire médian des doctorants. Encore une fois, 1 an et 5 ans après, vous êtes habitués maintenant de cette gymnastique entre les deux types
d'enquête, on voit qu'on a un salaire médian un an après qui est de l'ordre de 42 000 euros. On voit qu'on a une petite différence entre les hommes et les femmes. On peut le regretter, mais en tout cas, nous, c'est le constat qu'on fait. On a à peu près 2 points, 3 points et demi de 3,5 cas euros de différence entre les hommes et les femmes. Malheureusement, 5 ans après, cette différence est plus importante, puisqu'on est à 8 cas euros par an, le salaire brut médian, de différence entre les hommes et les femmes. Et puis, fort heureusement, une migration sur le salaire médian moyen, 5 ans après, de l'ordre de 7 à 8 cas euros. Évidemment, tout ce que je partage ici, c'est du déclaratif. Hein. C'est une enquête que nous faisons auprès des anciens doctorants et on ne vérifie pas la véracité de ce qu'ils peuvent nous partager. Donc c'est vraiment sur du déclaratif, mais bon, on peut faire confiance aux anciens doctorants, aux jeunes docteurs. Et je vais terminer sur l'emploi, mais du point de vue des doctorants. Quel est le ressenti des anciens doctorantistes dans leur poste 1 an ou 5 ans après? On voit qu'il y a très peu de variations entre 1 an et 5 ans. Ils sont assez stables dans leur ressenti de leur activité. Et je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez qu'il y a un ressenti, une satisfaction quand même très élevée. Ils se sentent bien dans leur poste, bien en phase avec la formation qu'ils ont eue initialement. Et on voit qu'en termes de migration ou d'évolution vers d'autres types d'emplois, on voit que c'est relativement faible, hein, parce qu'on est à moins de 20% des doctorants qui se disent 1 an ou 5 ans après, c'est peut-être pas la voie que j'aurais pu choisir, je vais peut-être aller vers autre chose, mais ça reste quand même très minoritaire. Et voilà, donc j'ai terminé. Vous avez sur le site de l'ANRT toutes sortes d'informations que vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver une partie de ces enquêtes. Et vous avez aussi un site cifre@nrt.so.fr où vous pouvez interroger, poser toutes sortes de questions. Je serai avec vous cet après-midi, donc à la table ronde. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Alors on va changer de. On posera les questions tout à l'heure. Enfin, on a déjà beaucoup de retard. Je vous propose de continuer sur un autre format, puisque maintenant on va passer plus sur un échange avec des docteurs plus ou moins expérimentés, qui ont des parcours plus ou moins différents. Alors il y a 4 docteurs qui doivent nous rejoindre. Donc il y a Cyril Gauthier, qui est, tu as mis qui est ingénieur à Safrantech. On a Estelle Hervé Segourjon qui est à EDF, voilà, c'était pas vu encore. Mensa Pernel à Nokia et Sofiane Imadali, c'était bien ça, je ne m'étais pas trompé au départ, qui vont nous parler un peu de leur cursus, enfin pas de leur cursus, mais plutôt de leur entrée et de leur recrutement, l'évolution de carrière au sein de leurs entreprises respectives. Je commence par toi. Du coup, je commence. Super. Bonjour à tous. Oui, Sofiane Imadali d'Orange Labs. Ça fait combien d'années maintenant? J'ai soutenu en 2015. Donc, j'avais commencé ma thèse en 2011. Ça fait maintenant presque 7 ans que... Voilà, à peu près, oui, 7 ans. Exactement 7 ans, parce que j'avais soutenu le 2 avril. Que j'ai terminé ma thèse donc à Supélec Paris-Saclay. Ça venait tout juste de changer de Paris 11 à Paris-Saclay à l'époque. Et dans le laboratoire du CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Si vous ne connaissez pas, c'est le bâtiment qui est juste en face d'EDF, quand vous passez en fait avec le 9106. Je connais très bien parce que j'ai passé en fait 5-6 ans sur le plateau. Et en passant 5-6 ans sur le plateau, on se dit qu'on est peut-être destiné à faire une carrière académique. Et du coup, voilà. Donc, après la thèse, j'ai terminé mes 3 ans. Je me suis dit, je n'ai pas encore soutenu. Je vais faire un ATER pour financer ma dernière année de thèse au Lipsis, donc à l'université de Sorbonne aujourd'hui. Je me suis dit, est-ce que je continue dans l'académique? Je me suis posé la question plusieurs fois et je me suis dit quand même, moi, je travaille bien quand j'ai un milieu qui est structuré. Parce que j'ai tendance en fait quand il y a un milieu ouvert comme celui de la recherche, on a tendance peut-être à se perdre dans ses idées et pas être focus.
Et je me suis dit, un milieu plus structuré comme celui que j'avais au laboratoire du CEA m'irait mieux qu'un environnement où ce serait complètement ouvert comme celui du Lipsis. Je dis ça parce que c'est mon expérience personnelle. Après, chacun pourra adapter à extrapoler à la sienne. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler soit dans une société de service, soit chez Orange du coup, dans un groupe qui a une expertise dans la recherche. Et finalement, j'ai atterri chez Orange. Au départ, je ne savais pas si mes compétences dites académiques, parce que j'avais quand même fait, la thèse c'est aussi du travail, parce que j'avais un statut quand même de travailleur, mais c'est aussi des études. Oui. D'accord. J'irai droit au but. J'irai droit au but, ouais. Pas de problème. Et donc, en démarrant dans l'entreprise, on peut se poser la question si le fit se fera. Mais en tout cas, l'écosystème dans lequel j'ai atterri comprenait en fait l'intérêt de la recherche, comme ce qui a été expliqué juste à l'instant par nos intervenants, comprenait l'importance de la recherche et son apport dans l'industrie. Et du coup, là, on peut décoller et apporter en fait sa plus-value dans l'environnement dans lequel on atterrit évidemment. Plusieurs années plus tard, je suis encore dans la recherche, avec des missions différentes, et je trouve que c'est l'intérêt principal de travailler dans un grand groupe qui fait de la recherche, on va dire, un atout important. Oui. Alors, moi, je suis issu de l'École normale supérieure de Cachan, qui est maintenant l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Et donc, j'ai une formation qui m'a porté vers l'enseignement et la recherche initialement. Donc, j'ai été enseignant, puis enseignant-chercheur. J'ai fait ma recherche sur des thématiques électronique de puissance et compatibilité électromagnétique, qui sont assez en relation avec des problématiques industrielles. Et donc, pendant mon temps d'enseignant-chercheur, j'ai eu beaucoup d'encadrement de docteurs et de sujets de recherche qui étaient en lien avec l'industrie, avec Thales, avec Safran, avec d'autres sociétés. Et donc, au bout de 20 ans d'enseignement et d'enseignement-chercheur, j'ai été contacté pour participer au montage du centre de recherche de Safran sur le plateau de Saclay, alors plus loin que le CEA, entre Saclay et puis Guyancourt, toujours dans les mêmes thématiques, donc l'électronique de puissance, pour monter un peu la thématique au sein de Safran et pour répondre aux problématiques d'énergie renouvelable, de changement de paradigme sur l'aviation et l'aéronautique pour passer à une aviation moins polluante. Donc voilà, donc c'était une thématique très porteuse et ça m'a motivé pour changer de voie. Alors, la seconde motivation, c'était de passer peut-être à quelque chose d'un peu plus pratique. C'est-à-dire qu'en étant enseignant-chercheur, j'ai adoré mon métier d'enseignant. La recherche, c'était très intéressant aussi. Mais malgré tout, on était un peu loin des thématiques appliquées. Et donc, le passage dans l'industrie, l'objectif, c'était d'avoir une relation plus forte avec une société qui faisait quelque chose. Voilà. Bonjour, donc Estelle Hervé-Soucourgeon, EDF R&D. Moi, j'ai aussi un parcours un peu atypique, mais en sens inverse. Parce qu'en sortant d'école d'ingénieur, j'ai d'abord travaillé 8 ans comme ingénieur en bureau d'études. Et on m'a fait faire de plus en plus de management, certainement parce que j'y arrivais bien, mais c'est pas ce qui me plaisait. J'avais envie de revenir vers quelque chose de plus technique, et puis le côté application des règlements sans pouvoir y changer quoi que ce soit. Et en voyant qu'on se heurtait quelque part sur tous les projets, finalement, un peu toujours aux mêmes problématiques de fond, qu'on n'arrivait pas à les résoudre en étant simplement du côté application. J'avais envie de passer plus du côté R&D, de travailler sur des sujets plus amont. Et du coup, pour faire cette conversion, en fait, j'ai choisi de faire une thèse CIFRE, donc avec EDF, R&D et l'ENS Paris-Saclay.
Suite à cette thèse, donc j'ai été embauchée par EDF R&D sur des activités de recherche dans la continuité avec ce que j'ai fait en thèse. Faut pas avoir peur d'avoir un parcours un peu bizarre, on va dire, du moment que vous savez expliquer ce qui vous a motivé et pourquoi vous avez fait certains choix à un moment donné, il n'y a aucun problème. Et finalement, ce qui est plus important pour arriver à bien vous intégrer, on va dire, ensuite en entreprise, si c'est ce choix-là que vous avez envie de faire, il faut vraiment avoir le goût du côté appliqué, parce que finalement, c'est quelque chose qui est toujours, on va dire, à avoir à l'esprit quand on est côté industriel, mais c'est aussi une forte source de motivation, comme on a pu le dire. Le fait de savoir que ce que vous faites, ça va être utilisé, ça va servir à quelque chose, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est vraiment quelque chose de chouette quand vous faites de la R&D en entreprise, si c'est un aspect qui vous motive. Merci, bonjour à tous. Pernelle Mensa. Moi, du coup, j'ai un parcours un peu plus linéaire que mes collègues ici. Je suis de formation ingénieur généraliste en télécommunications avec une spécialisation en sécurité des systèmes et des réseaux. Et à la suite de ça, je n'ai pas fait de master de recherche, mais plutôt mon stage de fin d'études dans un institut de recherche, ce qui m'a permis de découvrir ce monde-là que je ne connaissais pas forcément et d'être un peu plus au cœur de la recherche, découvrir comment ça fonctionne, les publications, l'esprit et tout ça. Et à la suite de quoi, on m'a fait une proposition de thèse CIFRE au sein de Nokia Bell Labs, donc pas loin du plateau de Saclay, que j'ai accepté et que j'ai soutenu finalement en 2019 sur des problématiques d'automatisation de la gestion de la sécurité dans les environnements virtualisés. Et donc, à la suite de ça, j'ai directement été recrutée dans le même laboratoire à Nokia Bell Labs sur des problématiques de recherche toujours en environnement virtualisé et un peu similaire à ce sur quoi j'ai travaillé pendant la thèse.